Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, une nouvelle ministre, Brigitte Klinkert, qui fait son entrée dans Good Morning Business. Merci d'être avec nous ce matin, Brigitte Klinkert. Vous allez vous occuper d'insertion auprès d'Elisabeth Borne, dossier ô combien important et auquel nous sommes très sensibles dans Good Morning. Vous allez me raconter quand même, parce qu'il y a quelques jours, vous avez reçu un coup de fil. Un certain Jean Castex, nommé Premier ministre, vous appelle et vous dit « Je voudrais vous nommer ministre ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je voudrais d'abord dire combien je suis heureuse et fière d'être ministre de ce gouvernement, parce qu'en effet, je suis une élue locale, présidente de conseil départemental, et c'est pour moi effectivement une fierté. Du Haut-Rhin depuis 2017. Une fierté d'être dans le gouvernement. J'ai accepté de rejoindre Jean Castex et mes collègues ministres, parce que lundi matin, Jean Castex m'appelle pour me proposer d'entrer en gouvernement. Je lui dis, monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur pour moi. Vous savez, je suis une petite élue locale, présidente de conseil départemental. Et il me répond, eh bien, Madame la Présidente, moi je suis aussi un petit élu local et ça me ferait très plaisir, compte tenu de votre expérience dans le domaine de l'insertion sur le terrain, en tant que présidente du conseil départemental, que vous rejoigniez mon équipe. Mais vous aviez été repéré et par Jean Castex et par Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne également, parce que vous avez justement un track record. Vous avez, en matière d'insertion, et ça fait déjà polémique, sur le RSA, vous aviez mis en place un dispositif qui prévoyait au départ de manière obligatoire, puis de manière facultative, de contraindre, diront certains, les allocataires de RSA à faire 6 ou 7 heures de travail bénévole pour la collectivité. Alors je voudrais être très très clair sur ce point. Il n'est pas question pour moi de généraliser toutes les politiques que j'ai mises en place sur le département du Mais si elles sont bien, si elles permettent justement aux gens qui sont au RSA de retrouver, de être réinsérés. Alors ce qui fonctionne dans le Haut-Rhin ne fonctionnera pas obligatoirement dans tous les autres territoires, même si aujourd'hui il y a 15 départements qui nous ont suivis. Que je vous explique. Oui, parce que c'est vraiment important. En fait, l'idée... Ça choque certains de dire qu'à des gens qui ont le RSA, on leur demande de travailler pour la collectivité 6 ou 7 heures. En fait, nous sommes très en avant, je crois, dans le Haut-Rhin, dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Et nous nous sommes dit comment faire pour leur remettre le pied à l'étrier. Bien sûr. Et le système du bénévolat RSA, est une bonne formule parce que ça permet alors de faire 2, 3 heures ou 5, 6 pour les bénéficiaires du RSA qui le souhaitent, dans des associations, dans des structures. Et ce qui est formidable, c'est que vraiment, les bénéficiaires du RSA sont heureux de faire ces actions. Pourquoi ? Parce que ils ont une raison de se lever le matin, ça leur donne un objectif dans leur vie, et puis ça recrée du lien social. Quelquefois même, grâce au bénévolat, eh bien, des bénéficiaires du RSA ont retrouvé un job. Vous connaissez la polémique, certains vous disent mais c'est du travail gratuit et c'est une manière de dire aux allocataires de RSA qu'en fait ils ont une dette à l'égard de la collectivité. Alors c'est pas du travail gratuit puisque c'est du bénévolat, et là nous faisons très attention pour que ce ne soit pas du travail déguisé, et vraiment les bénéficiaires du RSA nous disent ça a changé notre vie que de faire du bénévolat. Je le rappelle, j'en suis sûr. Mais c'est impossible dans un pays comme la France, Brigitte Klinkert, de dire ça et de le généraliser au niveau de notre pays. Alors ce que je voudrais dire, c'est ce qui se passe bien dans un département, en fonction du contexte local, ne se passera pas obligatoirement bien dans un autre département. Donc on ne peut pas obligatoirement généraliser. Et d'ailleurs, vous faites déjà de la politique. Non, alors que vous avez réussi dans le Haut-Rhin à justement insérer les gens grâce à ça. Ce que je voudrais, évidemment, c'est une mesure phare et très importante et qui mérite d'être prise en compte. Mais ce que je veux dire, et ça c'est ma conviction profonde, c'est qu'il faut pratiquer la différenciation là aussi. Ce qui est possible sur un département n'est pas possible sur tous les départements, et ça tombe bien parce que c'est aussi ce que veut faire le président de la République et le Premier ministre. C'est-à-dire de l'adaptation locale des politiques nationales. Tout ne viendra pas d'en haut. Exactement. Et justement d'avoir des élus locaux au Conseil des ministres, eh bien ça va permettre d'apporter cet éclairage des territoires. Alors, je vais vous poser la question très très directement. Est-ce qu'on a le risque de voir une génération sacrifiée? Est-ce que les 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi en septembre vont être une génération perdue? Alors, Madame Borne et moi sommes justement là pour qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. Nous nous battons
et nous travaillons déjà très très fort pour que chacun puisse trouver une place sur le marché du travail. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises dans le domaine de l'apprentissage. De l'alternance aussi, hein. De l'alternance, avec l'allongement des délais jusqu'à 6 mois donc pour trouver une entreprise, avec des aides aussi qui sont importantes pour le recrutement des apprentis, jusqu'au niveau de la licence professionnelle. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'apprentissage et de ne laisser personne au bord du chemin. Ouais, le problème, c'est que vous avez raison, et d'ailleurs, c'était une pari plutôt réussi par Muriel Pénicaud, de redonner de l'éclat à l'apprentissage, sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui serrent les vis et qui se disent « j'ai même pas de quoi prendre un apprenti, ça me fait peur. Et il y a beaucoup d'apprentis que je connais qui me disent mais je devais rentrer dans l'entreprise en juillet ou en septembre et ça a été annulé. Et je le comprends. Et vous savez justement, là, mon expérience d'élu de terrain, en Alsace, l'apprentissage est très en pointe aussi. Mais je rencontre comme vous des chefs d'entreprise qui me disent aujourd'hui, voilà, on ne sait pas si on va prendre. Chefs d'entreprise qui vous disent ça. Vous leur dites il y a des nouveaux dispositifs, c'est ça? Moi, je leur dis, il faut avoir confiance en l'avenir, quoi qu'il en soit, même si la situation est difficile. Et puis 2, il y a des aides exceptionnelles aujourd'hui, il faut les prendre en compte. Alors, le président de la République doit annoncer, sans doute au 14 juillet, les contours du plan jeune. Vous savez que dans le gouvernement, il y a un débat. Est-ce qu'on fait une exonération de cotisation qui resterait dans les caisses des entreprises pour leur donner un peu d'air, ou est-ce qu'on fait une prime à l'embauche d'un jeune salarié? Où va votre préférence à vous? Alors là, je vais attendre les déclarations du président de la République et du Premier ministre la semaine prochaine. La feuille de route aussi, qui va être la mienne dans le domaine de l'insertion. Mais vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on mettre en place le meilleur dispositif pour que tous les jeunes puissent être pris en compte et aucun ne reste sur le bord du chemin. Vous pensez que c'est mieux d'exonérer de charges ou de donner une prime one shot? Je pense que ce qui est le mieux, c'est ce qui va permettre aux jeunes d'être dans une activité et de ne pas rester. Ah oui, ça je vous confirme, mais sauf que il faut convaincre les entreprises en septembre, alors que la rentrée sera si difficile, de continuer à embaucher. Oui. La rentrée sera difficile, mais je le redis, je pense qu'il faut avoir confiance en l'avenir et des dispositifs sont là, d'autres vont être mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes et qu'il n'y ait justement pas de génération sacrifiée. En tout cas, moi, je vais me battre. Je suis une combattante aux côtés d'Elisabeth Borne, aux côtés du Premier ministre et du Président de la République. Dans ce sens-là, personne ne doit rester sur le bord. Donc, vous me confirmez, il y aura quand même un plan jeune et qui sera d'ampleur? Alors, comme dit, je suis toute nouvelle ministre, je vais attendre les déclarations du Président de la République et du Premier ministre, mais il est indispensable que nous ayons rapidement des actions fortes, très fortes, en direction des jeunes. Est-ce que vous n'avez pas peur que le taux de réussite spectaculaire au baccalauréat QV 2020, 91%, 91,4 je crois, dévalorise ce diplôme et qu'au fond, beaucoup de jeunes aient le bac, mais que ce diplôme ne valent pas grand-chose? Vous savez, j'ai connu la génération des bacheliers de 1968. Ah, mais c'est vrai. C'était le même débat. Quelques années plus tard, plus personne ne demandait à ces bacheliers s'ils ont eu le bac en 68 ou maintenant en 2020. Bon, il faut espérer que ça ne sera pas une double peine et un bac au rabais et effectivement une rentrée sur le marché du travail qui sera compliquée. Faites-nous confiance et faites-moi confiance. Oui, je fais confiance, mais après il faudra des actes. Justement, regardez, il y a ce débat ce matin. On voit que sur plein de sujets, les retraites, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, les baisses d'impôts de production promises par Bruno Le Maire, il y a plein de voix qui s'élèvent, les syndicats, le MEDEF, le gouverneur de la Banque de France qui a écrit au président pour dire on arrête tout, statu quo, plus de réformes pour ne pas perturber le redémarrage. Vous savez, moi, ma marque de fabrique en tant qu'élu local et en tant que ministre maintenant, ma méthode, c'est l'écoute. Je co-construis avec l'ensemble des acteurs pour trouver un consensus. En Alsace aussi, on a cette habitude du consensus, c'est l'humanisme rhénan. Mais parfois le consensus, ça fait pas le statu quo? S'adapter aux réalités du terrain. Et s'adapter aux réalités du terrain, c'est ça qui fait avancer. Mais vous n'avez pas peur que, à force de recenser un consensus, on ne fasse plus rien? Non, parce que consensus, oui, mais s'adapter à la réalité du terrain, et c'est dans ce sens-là que moi je veux travailler. Bon, moi je redoute que ce soit au final quand même une pause dans les réformes.
Ça n'est pas du tout ce qui est envisagé. Pas une pause, mais par contre une adaptation compte tenu de la nouvelle situation d'après-crise sanitaire et d'entrée malheureusement dans une grande crise économique. Eh bien on verra le discours du président le 14 juillet, on verra le discours de politique générale du Premier ministre le 15. On verra effectivement si cette feuille de route, elle est consistante et si on ne nous balade pas, effectivement, si on poursuit les réformes ou si au contraire on juge qu'il faut faire une pause pour ne pas troubler le pays et ne pas repartir dans des débats délétères. Franchement, le débat est légitime. Merci en tout cas, Brigitte Klinkert. Vous êtes donc chargée de l'insertion dans ce nouveau gouvernement, d'avoir été avec nous ce matin.